Et notamment, le décret du 12 mars 2022 concernant la levée du pass sanitaire, ça, tout le monde, bien évidemment, est au courant, mais je préférais revenir un petit peu, malgré tout, sur ce décret pour préciser certaines choses et certaines règles applicables dans l'entreprise. Donc, même si le pass vaccinal prend fin dans la plupart des lieux publics où il était exigé jusqu'à présent, il reste cependant obligatoire, sauf bien sûr en cas de situation d'urgence ou pour l'accès au dépistage de la Covid-19, pour accéder aux services et aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux. Donc, tout ce qui concerne les EHPAD, etc. Donc là, le pass vaccinal reste obligatoire, que ce soit pour les clients, entre guillemets, de ces établissements, ou les patients plus exactement, mais également pour les salariés de ces établissements. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. En ce qui concerne également le port du masque, cette fois-ci, eh bien, pareil, ça ne vous a pas échappé, on n'a plus besoin de porter le masque dans les lieux publics, excepté dans les transports publics de passagers et également dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux tels que par exemple les laboratoires d'analyse. Alors, contrairement au pass vaccinal, le port du masque n'est pas exigé. En revanche, l'employeur peut obliger les patients et les salariés à porter le masque dans le cadre de ces établissements. Et d'ailleurs, reste également en vigueur, bien évidemment, les gestes barrières qui sont bien évidemment maintenus. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ces gestes barrières, eh bien, vous avez un nouveau guide repère qui date du 15 mars 2022, qui est publié sur le site du ministère et où on rappelle les grandes lignes concernant les gestes barrières à respecter et à répéter au sein de vos entreprises, et notamment le fait de se laver régulièrement les mains à l'eau, au savon ou avec, encore une fois, la solution hydroalcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant, etc., se moucher dans un mouchoir à usage unique, éviter de se toucher le visage, bref, les gestes et les mesures d'hygiène classiques dont on a désormais l'habitude. Concernant également toujours ce décret du 12 mars 2022 et le guide repère qui a suivi du 15 mars 2022, se pose la question de savoir si aujourd'hui, alors que le pass vaccinal ou le port du masque, ce n'est plus obligatoire dans la plupart des entreprises, est-ce que malgré tout, vous pourriez, en tant qu'employeur, l'imposer? Alors, a priori, oui, bien sûr, vous pourriez l'imposer, mais en justifiant que l'activité de l'entreprise eh bien, nécessite, et en tout cas est une activité à risque pour les salariés, qui a un fort risque de contamination. Et donc, du coup, eh bien, vous pouvez mettre en place cette mesure de port du masque ou d'exigence du pass vaccinal, mais en respectant bien entendu une certaine procédure, et notamment soit vous complétez votre règlement intérieur, soit vous faites un avenant à ce règlement intérieur, ce qui nécessite bien évidemment que vous fassiez, que vous respectiez la procédure de mise en œuvre d'une modification du règlement intérieur. Et si vous avez des institutions représentatives du personnel, par exemple, eh bien, ça passe par l'information consultation du CSE. Donc, retenez que ce n'est plus obligatoire, mais qu'en revanche, et moi je vous recommande que si vous avez une activité qui peut générer un risque de contamination pour vos salariés, eh bien, de pouvoir mettre en place cette modification de votre avenant ou de votre règlement intérieur, pardon, pour imposer le port du masque et éventuellement le pass vaccinal,
Ça, c'est déjà un peu plus contestable, mais au moins le port du masque, parce que vous, en tant qu'employeur, vous avez une obligation de sécurité de résultat. Alors, même si elle a été un petit peu assouplie, cette obligation de sécurité de résultat, il n'en demeure pas moins qu'en cas de contamination sur le lieu de travail, eh bien, ça serait de la responsabilité de l'employeur. Donc, effectivement, moi, je vous incite malgré tout à, en cas de risque avéré, de conserver le port du masque et de mettre en place la procédure nécessaire. Si le salarié refusait, par exemple, de porter son masque, est-ce que vous, employeur, vous auriez la possibilité de le sanctionner? Eh bien oui, vous auriez la possibilité de le sanctionner, mais qu'à la condition que le risque de contamination sur le lieu de travail soit réel et que l'obligation de port du masque dans l'entreprise ait été régulièrement mise en œuvre, donc en respectant la fameuse procédure que je viens de vous décrire. En revanche, ce qu'il apparaît, c'est qu'à la lecture des textes actuels, une sanction disciplinaire pourrait être certes prononcée, mais il faudrait qu'elle reste proportionnée. Et manifestement, par exemple, la rupture du contrat de travail paraîtrait disproportionnée pour le refus par le salarié de porter le masque, excepté si on peut analyser ce refus en une éventuelle insubordination caractérisée ou une réitération. C'est-à-dire que la première fois où le salarié serait pris en défaut, évidemment, engager une procédure de licenciement ou une procédure de rétrogradation disciplinaire pourrait paraître disproportionnée. En revanche, s'il a fait déjà l'objet d'un avertissement, voire d'un deuxième, s'il continue à refuser de porter le masque alors que vous de votre côté employeur, vous avez respecté les conditions pour obliger les salariés à porter le masque parce qu'il y a un risque réel de contamination, eh bien là, vous pourriez éventuellement envisager une sanction beaucoup plus lourde et donc envisager la rupture du contrat. Ensuite, toujours la question également du télétravail dans cette hypothèse où aujourd'hui il y a une levée du pass et puis non-port du masque. A priori, comme les autres gestes barrières, eh bien, on revient à la situation normale, sauf que manifestement, comme il y a un risque à nouveau de contamination qui est constaté ces derniers jours, qu'on est à nouveau dans l'augmentation et qu'on a pris un petit peu l'habitude du télétravail, si ça correspond toujours à votre situation et si c'est dans l'intérêt de l'activité et dans l'intérêt des salariés, il est recommandé aujourd'hui de continuer à mettre en œuvre le télétravail, pas évidemment sur toute la semaine, mais 1 ou 2 journées. En revanche, le cadre juridique de la mise en place de ce télétravail ou de la poursuite de ce télétravail est totalement différente et c'est là où vous devez être vigilant si jamais vous avez l'intention de continuer à utiliser cette situation de télétravail pour vos salariés parce que vous ne pouvez plus vous fonder sur l'article 1222-11 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles et notamment de menaces d'épidémie, eh bien, le télétravail est considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection de ses salariés. Là, depuis le 13 mars 2022, on n'est plus du tout sur cette notion dans le cadre de la mise en place et de la poursuite de l'activité en télétravail. On retombe dans le cadre normal du télétravail et donc vous devez vérifier bien évidemment si vous avez un accord collectif ou une charte qui est applicable dans l'entreprise et ça en vertu du cadre juridique du télétravail qui relève des accords nationaux interprofessionnels qui ont été étendus donc de 2005 et du 26 novembre 2020. Donc, ces 2 accords nationaux interprofessionnels étendus encadrent la mise en œuvre du télétravail et soit vous avez un accord collectif de branche ou vous avez une charte ou un accord collectif d'entreprise et à défaut, si vous n'avez pas cet accord collectif ou cette charte ou cet accord collectif de branche, pardon,
ou accord d'entreprise ou charte applicable dans l'entreprise après information consultation du CSE, vous devez vérifier si vous avez un accord individuel entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire que le salarié doit avoir donné son accord officiel et que vous en ayez surtout la preuve. Donc, vérifiez tout ça parce qu'effectivement, si on est toujours en situation de télétravail alors qu'on n'a pas de cadre collectif ou qu'on n'a pas de cadre individuel, ben, en fait, vous êtes entre guillemets hors la loi. J'espère que j'ai été assez claire pour ces mesures concernant l'actualité en matière de Covid, sachant que, bon, il y a malheureusement un peu de chance, enfin, peu de risque pour que ça, qu'on ait à nouveau une réglementation qui vienne durcir compte tenu de l'évolution des contaminations depuis quelques jours. Une information cette fois-ci assez simple, mais qui a son importance, concernant la rupture conventionnelle. Donc, depuis vendredi dernier, eh bien, lorsque vous avez une demande d'homologation, je dis bien d'homologation hein, pour les salariés non protégés, de rupture conventionnelle, vous ne pouvez désormais les réaliser que via le portail TéléRC, c'est-à-dire que ça doit être fait en ligne, c'est une obligation. Donc, je vous ai mis l'adresse sur le support du site du ministère du Travail sur lequel vous devez formuler votre rupture conventionnelle. Et sachez que la procédure, eh bien, vous avez normalement une assistance à la saisie en ligne du formulaire de demande d'homologation. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une fois que le formulaire est rempli en ligne, vous devez le télécharger, vous devez l'imprimer, normalement en 3 ou 4 exemplaires. Et en tout cas, c'est à minimum 3 exemplaires. Moi, je le fais toujours en 4 parce que comme ça, chaque partie en a 2. Chaque partie est libre après de déposer en ligne le formulaire. Et vous devez signer manuscritement le formulaire ainsi que le salarié. Une fois que le fameux délai de réflexion de 15 jours calendaires est expiré suivant la signature, là, vous pouvez retourner sur le site en ligne et vous devez télécharger le formulaire que vous avez signé manuscritement. Une fois qu'il est téléchargé, eh bien, vous n'avez plus qu'à attendre. On vous donne un numéro de dossier et vous n'avez plus qu'à attendre que l'inspection du travail homologue votre TLRC et vous êtes prévenu, bien évidemment, par un petit mail que votre demande a pu aboutir ou pas. Et une fois que l'homologation est intervenue, eh bien, les parties sont également informées par mail et peuvent télécharger le justificatif de l'homologation de la rupture conventionnelle. Pour les salariés protégés, en revanche, la procédure est différente puisque vous ne pouvez pas le faire en ligne. Il faut continuer à la bonne vieille méthode en téléchargeant un formulaire SERPA que vous imprimez vierge et que vous remplissez et signez. Et on le verra plus tard. Enfin, c'est pas on le verra plus tard, c'est que ensuite, ça n'apparaît pas dans ma diapo, mais vous pouvez soit l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné de l'avis du CSE parce que il ne faut pas oublier qu'en fonction du ou des mandats qui sont détenus par le salarié protégé, eh bien, il doit être entendu par le CSE entre le moment où il a son entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle et le moment où il signe la rupture conventionnelle et qu'on envoie la demande d'autorisation à l'inspection du travail avec toujours le fameux délai de réflexion entre le moment où le salarié protégé va signer sa rupture conventionnelle après l'avis du CSE et lorsque vous envoyez le tout à l'inspection du travail, il ne faut pas oublier de joindre l'avis du CSE. Il ne faut pas oublier non plus de joindre la plupart du temps la convention annexe que moi je vous recommande de faire, que ce soit pour les salariés protégés ou les salariés non protégés d'ailleurs.
pour cadrer un peu la vie du contrat entre le moment où le salarié va signer sa rupture conventionnelle et le moment de la rupture du contrat. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, comme vous le verrez à la fin de mon support, je vous présente toujours quelques arrêts de jurisprudence. Je vais anticiper un petit peu puisqu'on va rester sur le thème de la rupture conventionnelle. La Cour de cassation vient de décider que quand le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, eh bien, l'employeur a la possibilité aujourd'hui, et c'est une règle qui est éditée par la haute juridiction, vous ne pouvez en tant qu'employeur lever la clause de non-concurrence que jusqu'à la date de rupture du contrat de la rupture conventionnelle. Ce qui suppose que vous preniez la précaution de rédiger un protocole d'accord qui accompagne le formulaire SERPA, dans lequel vous indiquez dans une clause bien précise que vous levez la clause de non-concurrence, si telle est votre intention, à la date de rupture du contrat. Si jamais vous ne le faites pas, eh bien la Cour de la Cour de cassation aujourd'hui a décidé que ça serait trop tard, même si votre accord collectif, même si l'accord de branche prévoit, ou même si dans le contrat de travail, on vient dire que vous disposez d'un délai de 15 jours ou de 1 mois suivant la date de rupture du contrat pour lever la clause. La Cour de cassation vient de décider le contraire. C'est au plus tard, à la date de rupture, lorsqu'on est dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Autre petit point cette fois-ci sur les autorisations de travail temporaire en ce qui concerne notamment les ressortissants ukrainiens. C'est tout nouveau, ça date aussi du 1er avril 2022, même si c'était dans les tuyaux, afin de faciliter la possibilité pour les ressortissants ukrainiens qui arrivent sur notre territoire pour qu'ils puissent rapidement trouver un emploi et être autorisés à travailler. Eh bien, afin de simplifier les démarches des deux côtés, l'accès au travail des personnes concernées est également indiqué dans le document provisoire de séjour. Donc, on n'a pas une demande particulière à faire, c'est automatique. J'espère que je ne vais pas trop vite, que je ne parle pas trop vite, que vous avez le temps de prendre quelques petites notes pour ce que je peux indiquer en plus de mon support. Là, une petite information, je vais passer assez rapidement, je vais vous faire un rappel par rapport à la fusion Agic-Arco. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une jolie faute, mais bon, c'est pas grave. Rappel, depuis le 1er janvier 2019, vous savez que les deux régimes de retraite complémentaires ont fusionné et que du coup, ça a sonné la distinction, enfin, c'est fusionné en sonnant la fin de la distinction entre cadre et non-cadre au regard de la retraite. Ça a eu plusieurs impacts, notamment sur les cotisations et sur l'âge de départ à la retraite. Donc, je vous ai fait un bref rappel parce qu'on a un petit peu tendance à oublier les conséquences. Si jamais vous êtes interrogé par les salariés sur leur désir de partir à la retraite, autant la retraite de base, bon, on est toujours sur le même système, autant là, effectivement, sur la retraite complémentaire, ça a quand même eu un impact et c'est un petit peu passé entre guillemets sous silence, puisque lorsqu'on avait tout à fait la possibilité de prendre sa retraite et qu'on avait sa retraite de base hein, à l'âge requis et à taux plein, eh bien, on subissait un malus de 10% pendant 3 ans sur la retraite complémentaire. À partir du moment où vous attendiez un petit peu, eh bien, là, on avait droit à sa retraite complémentaire complète, à condition donc de travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite et au-delà des trimestres requis pour pouvoir valider une retraite de base à taux plein. Et enfin, à partir du moment où vous attendiez plus d'1 an, donc au moins 2 ans, bien là, vous aviez droit à un bonus, soit 10, soit 20, soit 30% pour votre retraite complémentaire. Deuxième, alors, sauf cas particulier, bien évidemment, notamment en ce qui concerne les salariés qui pouvaient liquider leur retraite à taux plein pour carrière longue ou ceux, par exemple, qui étaient exonérés de CSG-CRDS en cas de revenu fiscal inférieur à 11 306 €, etc.
Aujourd'hui, une nouvelle évolution qui aura lieu à partir du 1er janvier 2023 et qui normalement ne devrait pas impacter ni les cotisations ni les conditions de départ à la retraite, mais ça c'est en attendant la nouvelle réforme qui est annoncée. Les cotisations désormais vont être recouvrées par le réseau URSSAF, toujours dans le but de simplifier la vie des entreprises. On unifie le recouvrement des cotisations sociales du régime Agirc-Arrco. Et l'information concerne notamment le fait que SEDG est signataire d'une charte afin de pouvoir expérimenter les fonctionnalités au cours de l'année 2022 de cette fusion, enfin pas de cette fusion, mais de cette unification du recouvrement auprès des URSSAF. Donc, je pense que vous allez être informés, ou si ce n'est déjà fait, de cette expérimentation pour 2022. Un point cette fois-ci sur l'actualité activité partielle, puisque au 1er avril, eh bien, c'est la fin des taux majorés, comme on a pu le connaître auparavant pendant toute cette période de crise sanitaire. Ainsi, à compter du 1er avril, et pour la première fois depuis qu'ils ont été définis, puisque jusqu'à présent, ils n'avaient pas été mis en œuvre, eh bien, les salariés qui seront placés en position d'activité partielle vont percevoir une indemnité à hauteur de 60% de leur rémunération antérieure brute, au lieu de 70, et avec un plafond de 4,5 SMIC et avec un plancher horaire de 8,37. Quant aux employeurs, eux, ils vont percevoir une allocation d'activité partielle qui va correspondre qu'à 36% du salaire brut antérieur du salarié et dans la limite toujours de 36% de 4,5 SMIC avec un plancher de 7,53 € de l'heure. Donc, grosse modification pour l'activité partielle. La seule solution qui reste pour être mieux indemnisé, c'est que ce soit côté salarié ou côté employeur, si jamais vous êtes toujours dans cette obligation de mettre en place l'activité partielle par rapport à un manque d'activité lié toujours aux conséquences de la Covid-19, eh bien, c'est la mise en place de la PLD. En revanche, les cas particuliers, il reste quand même malgré tout des cas particuliers qui permettent une indemnisation liée à hauteur de 70% de la rémunération pour le salarié. C'est pour les salariés vulnérables ou qui sont dans l'obligation encore de garder un enfant dans le cadre de la suite de l'épidémie. Donc, c'est une exception au retour à la normale, en fait. Et puis, c'est ce que je vous disais, possibilité de mobiliser la PLD. Mais ça suppose que vous puissiez conclure un accord d'entreprise avec bien évidemment soit les délégués syndicaux si vous en disposez, soit un accord avec le CSE pour recourir au dispositif temporaire de l'activité partielle de longue durée qui permet une indemnisation plus avantageuse que l'indemnisation classique dans le cadre de l'activité partielle désormais et qui est donc depuis le 1er avril 2022. Vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas de CSE par exemple, où l'accord ne pourrait pas aboutir, vous pouvez aussi mettre en place la PLD par un document unilatéral, mais à ce moment-là, il faut le faire homologuer par l'administration. Concernant toujours le thème de l'activité partielle, mais cette fois-ci liée à la guerre en Ukraine, on a une question-réponse qui a été mise en ligne le 17 mars dernier, où on vient vous dire, attention, les entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre leur activité du fait des conséquences économiques de la guerre en Ukraine peuvent mobiliser le dispositif d'activité partielle de droit commun ou de longue durée. Donc, de droit commun, ça veut dire que le taux d'indemnisation des salariés et l'allocation de l'employeur, c'est le fameux taux 60% pour les salariés et 36% pour les employeurs. En revanche, si vous décidez de fermer volontairement votre établissement alors que vous n'êtes pas nécessairement impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine,
bien évidemment, vous ne serez pas autorisé à mettre en place, en tout cas, vous ne serez pas indemnisé sur la notion d'activité partielle. Et petite différence par rapport à une situation classique de mise en activité partielle, vous n'avez pas, enfin, le formulaire en ligne pour solliciter l'autorisation de la mise de l'indemnisation, et il y a déjà un motif supplémentaire de demande de prise en charge qui est intitulé « Conséquences du conflit en Ukraine ». D'accord, donc ça y est, c'est déjà intégré au système. Et autre précision, puisqu'il s'agit de circonstances exceptionnelles, vous n'avez pas à effectuer votre demande de manière préalable, mais vous pouvez le faire dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Voilà. Et petite précision, si jamais la demande d'autorisation est accompagnée bien sûr de tout document qui démontre qu'il existe un lien entre la guerre en Ukraine et vos difficultés liées à votre activité. Et cette dernière pourra par exemple justifier, vous pouvez justifier par exemple du fait que la forte augmentation du prix du gaz ou du pétrole pénalise fortement l'activité de votre entreprise. C'est-à-dire que si effectivement la flambée des prix des matières, de ces matières premières vient complètement déséquilibrer votre activité, vous avez la possibilité de la réduire et donc de mettre en place l'activité partielle pour vos salariés. On quitte la notion d'activité partielle désormais et pour s'intéresser aux dispositions et aux mises à jour du BOSS, et notamment concernant le point de la protection sociale complémentaire. C'est une mise à jour au 30 mars dernier que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet du BOSS. Et cette rubrique consacrée à la protection sociale complémentaire, elle sera applicable et opposable à l'administration à compter du 1er juillet 2022. Donc, en principe, la base de calcul des cotisations pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, etc., versées au titre de remboursement des frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction de frais professionnels. Et aujourd'hui, il est précisé que cette mise en ligne ouvre une période de consultation publique dont la fin est fixée au 15 mai 2022. Donc, si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ces règles concernant la protection sociale complémentaire et la déduction forfaitaire spécifique, eh bien, vous pouvez adresser un courrier au BOSS, donc au service du BOSS, entre guillemets, et vous aurez bien évidemment une réponse. Et la doctrine qui sera exposée dans cette, qui est exposée dans cette nouvelle rubrique sera applicable et opposable à l'administration à compter du 1er juillet 2022. Une autre mise à jour également qui date cette fois-ci du 11 mars 2022 et qui concerne les heures supplémentaires. Donc, ça a été mis en ligne le 1er février dernier et puis déjà le 11 mars, il y a une mise à jour. Bon, donc, il faut vraiment suivre l'actualité pour ne pas faire d'erreur et se retrouver éventuellement avec un redressement parce que là, c'est important. Donc, les ajustements qui sont apportés ont pour objet de préciser que le bénéfice de la réduction est conditionné au respect relatif à la durée du travail ou encore que la contribution, la CET ou la cotisation APEC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la réduction. Donc, aujourd'hui, attention, pour pouvoir, et ça c'est inscrit dans le BOSS, pour pouvoir continuer à bénéficier de la réduction de cotisation, eh bien, il faut justifier, il faut prouver que vous respectez la réglementation en matière de durée du travail. Ça, c'est un gros poids. Et il ne faut plus calculer cette réduction sur la CET et la cotisation APEC. Ce qui veut dire que, à mon avis, si jamais un jour vous deviez avoir un redressement concernant le respect de la réglementation en matière du travail, voire même un contentieux,
ça pourrait éventuellement remettre en cause votre réduction de cotisation salariale globale. Donc, il faut être super vigilant. C'est déjà le cas hein, d'ailleurs, mais là, c'est vraiment inscrit dans le marbre. Donc, je passe, là, c'est vraiment les détails sur la formule de calcul. Autre point également concernant cette fois-ci les heures structurelles. Ah oui, alors ça, c'est important et c'est très précis. Donc, dans le cadre de cette mise à jour au 11 mars sur les heures supplémentaires, on vient vous dire, en principe, la réduction est applicable aux rémunérations des heures supplémentaires dites structurelles, c'est-à-dire celles qui sont intégrées à l'horaire de travail, etc., lorsque la durée collective dans l'entreprise ou dans l'établissement est donc supérieure à la durée légale ou lorsqu'une convention individuelle de forfait en heures prévoit la réalisation d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Donc, voilà, genre un contrat de travail, forfait, 169 heures mensuelles. Bon. Donc, en revanche, le boss vient préciser qu'il ne peut pas y avoir d'heures structurelles qui soient réalisées dans le cadre d'un contrat en temps partiel, y compris lors d'un passage en temps partiel thérapeutique. Donc, attention, pour vos salariés à temps partiel, s'ils font régulièrement des heures complémentaires, on ne peut pas considérer que le fait de faire régulièrement des heures complémentaires, eh bien, ça soit identifié comme des heures supplémentaires structurelles pour pouvoir bénéficier de la réduction. Donc, faites attention. Et parallèlement, il est également précisé qu'en matière de déduction forfaitaire, au titre des heures supplémentaires en cas d'absence du salarié, dans le cadre du système qui comprend des heures supplémentaires dites structurelles, hein, avec un maintien partiel ou sans maintien de sa rémunération, les heures supplémentaires structurelles ne sont pas prises en compte, contrairement à ce qui était indiqué précédemment, et à l'inverse d'ailleurs du dispositif applicable à la réduction salariale. Donc ça veut dire qu'il faut faire une différenciation entre en cas d'absence du salarié, par exemple pour maladie, la réduction, elle s'applique que sur 151h60. Enfin, elle s'applique pas sur la réduction patronale ne s'applique pas sur les heures que vous pourriez lui maintenir au titre du maintien de salaire qui dépasse la durée légale. Autre point également, toujours dans le cadre de la mise à jour du BOSS au 11 mars 2022, cette fois-ci aussi, et bien, où on va vous dire qu'il y a une tolérance sur la réduction générale pour les salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC. Donc, vous en avez le détail dans le cadre de cette diapositive et ça comprend et ça vise particulièrement les alternants en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation lorsque leur salaire est inférieur au SMIC. Autre petit point également qui concerne toujours l'option de la déduction forfaitaire, notamment pour les salariés qui travaillent dans le bâtiment, les employeurs peuvent opter pour la déduction forfaitaire spécifique, mais ce droit d'option, précise le BOSS, désormais, vous pouvez réviser votre position en fin d'année. Donc, vous avez un choix à faire et vous pouvez désormais le faire en fin d'année. C'est acté dans le cadre du BOSS. Et enfin, en ce qui concerne les frais de mobilité, concernant le régime social applicable aux indemnités de mobilité, les dépenses qui résultent du changement de résidence à l'occasion d'une embauche sous contrat de durée déterminée ou indéterminée et qui ne relèvent pas d'une pure convenance personnelle peuvent être qualifiées de frais professionnels. Donc, le BOSS précise désormais qu'il s'agit d'une embauche ne nécessitant pas, en revanche, une mobilité internationale. Ça, vous ne pouvez pas les qualifier de frais professionnels. Enfin, une bonne nouvelle, les décisions du BOSS, enfin les décisions, les décisions du BOSS peuvent être contestées devant en recours pour excès de pouvoir. Donc, c'est une procédure administrative, hein, d'abord devant le tribunal administratif et puis après, vous voyez, ça peut monter jusqu'au Conseil d'État. Donc, à partir du moment où la décision du BOSS ou les décisions du BOSS constituent, en tout cas, ont une portée générale et matérialisée, etc.,
eh bien, c'est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant avec une évolution de la jurisprudence sur ce point. Et donc, si jamais, effectivement, vous vous trouvez dans une telle situation, eh bien, il est possible d'envisager de faire un recours administratif contre les décisions du poste. Est-ce que c'est bon pour le moment? Je ne parle pas trop vite. Alors, on va passer aux autres enjeux RH. Et là, je me suis permise de développer un peu, beaucoup, toute la notion de stress au travail, bien-être au travail, parce qu'avec la période qu'on vient de traverser et l'évolution de la société, c'est devenu un incontournable. Mais avant de détailler la santé au travail et le bien-être au travail, petit rappel concernant l'entretien professionnel. Attention, vous aviez, alors, les échéances pour faire le fameux entretien au bout de 6 ans a été, du fait de la période de pandémie, repoussée de mois en mois, etc. Et là, c'est terminé à partir du moment où vous n'auriez pas réalisé le fameux entretien au bout des 6 ans qui est obligatoire et que votre salarié n'a pas bénéficié depuis ces 6 dernières années d'une formation non obligatoire, eh bien, vous devez verser l'abondement correctif. Et cet abondement correctif aurait dû être versé au plus tard le 31 mars 2022. Et ça, aujourd'hui, c'est acté et il n'y a pas de possibilité de s'en exonérer. Le versement, pour rappel, il doit être effectué spontanément par l'employeur sur le CPF du salarié. Et pour procéder à ce versement de l'abondement correctif, eh bien, vous devez vous connecter à l'espace des employeurs et des financeurs et je vous ai mis le site sur lequel vous devez vous rendre pour verser cet abondement correctif. Pour rappel, cet abondement correctif, pour le moment, est fixé à 3 000 €. Donc, faites attention, si vous n'avez pas réalisé l'entretien et si votre salarié n'a pas bénéficié d'une formation non obligatoire, vous devez verser spontanément cet abondement correctif. À défaut, en cas de contrôle des DRITS, et ça ne va pas tarder, à mon avis, en tout cas, bon, peut-être pas demain, hein, mais c'est sûr qu'ils vont se saisir de cette problématique, eh bien, en l'absence de versement ou en cas de versement insuffisant, l'entreprise, dans un premier temps, est mise en demeure de procéder au versement, bien sûr, et à défaut, si l'entreprise ne verse pas au Trésor public, eh bien, elle devra verser, bien évidemment, non seulement l'abondement correctif, mais majoré de 100%. Donc là, c'est plus 3 000 €, mais ça en sera 6 000 par salarié. Donc, ça peut finir par coûter vraiment très cher. Donc, je vous invite à essayer de vérifier si vous êtes à jour de vos obligations sur ce point-là et de verser rapidement l'abondement correctif. On passe à la santé au travail. Gros morceau de cette présentation ce matin, parce que la loi sur la santé au travail qui date du 2 août 2021 a des effets depuis le 31 mars 2022. Et surtout, on a plusieurs décrets qui sont sortis et qui viennent préciser certaines choses. Alors, le premier changement correspond à l'évaluation des risques. Alors, le DU ou le DUERP. Alors, jusque-là, il devait comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail et la loi santé y ajoute qu'elle doit répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurer surtout sa traçabilité collective des expositions.
Ainsi, autre point également, désormais, il va falloir conserver les différentes versions successives, puisque, je vous le rappelle, vous devez le mettre à jour à minima une fois par an, et bien pendant 40 ans. Donc, c'est un document ainsi que toutes ces versions successives qui doivent être conservées pendant 40 ans. Ensuite, vous allez avoir une obligation de dépôt dématérialisé au 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés et au plus tard le 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Donc, à compter de ces deux dates, par rapport à votre effectif, eh bien, tout le monde pourra, en tout cas vos salariés et vos ex-salariés, pourront consulter, et c'est le but, pourront consulter les différentes versions du document unique d'évaluation des risques professionnels pour avoir une information complète pour savoir si, bien évidemment, par rapport éventuellement à une pathologie qu'ils vont développer, soit tout en étant salarié chez vous ou en ne travaillant plus au sein de votre entreprise, et bien savoir si ça peut être rapporté justement à un manquement à votre obligation de prévention, puisque vous n'auriez pas pris en compte les risques si jamais le DU n'a pas été mis à jour ou n'a pas acté le risque éventuel et la mise en place de mesures de prévention derrière. Ensuite, quid de la notion de la négociation sur la qualité de vie au travail? Alors, la négociation obligatoire, vous le savez, c'est au moins tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et elle doit porter notamment sur les mesures qui visent à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. Eh bien, aujourd'hui, dans la nouvelle négociation, en tout cas dans les négociations à venir, vous devrez également aborder la qualité des conditions de travail. Et la loi dispose que pour l'avenir, donc c'est que pour l'avenir. Donc, il ne semble pas qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un accord qui est en cours d'exécution et qui est encore valable, je ne sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, vous n'avez pas à rouvrir vos négociations pour faire un avenant à votre accord pour vous mettre en conformité avec la loi santé au travail et le décret du 18 mars dernier. Cette négociation, enfin en tout cas ce thème de négociation, sera abordé lors de la prochaine négociation prévue sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Pareil, quels sont les changements pour le CSE dans le cadre de cette loi de santé au travail? Eh bien, aujourd'hui, le CSE, alors même si ça se faisait dans les faits, ce n'était pas forcément inscrit dans le marbre et vous aviez encore des entreprises qui n'intégraient pas le CSE ni la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'elle existait à la démarche d'évaluation des risques professionnels. Ça existait encore. Bon. Aujourd'hui, il est clair que la loi vient nous dire le CSE et sa commission sont désormais associés à la démarche d'évaluation des risques professionnels. Et donc, l'information consultation, doit être obligatoire, enfin est désormais obligatoire sur le document unique et ses mises à jour. Ça veut dire qu'à minima, une fois par an, vous allez devoir consulter le CSE ou sa commission sur la mise à jour du document unique. Donc, c'est un nouveau thème annuel. Et bien évidemment, je me permets de vous rappeler qu'en cas d'accident grave ou d'accident à répétition dans une unité de travail, etc., vous êtes censé également vous pencher sur la mise à jour du document unique parce que c'est un risque que vous devez identifier et ce sont également des mesures de prévention que vous devez mettre en place pour réduire, voire réduire au maximum, voire annuler le risque qui est révélé par la répétition des accidents ou par malheureusement un accident grave. Ensuite, ça a un autre impact également sur la formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Et c'est une durée minimale de 5 jours de formation qui est désormais prévue, alors qu'auparavant, c'était 5 jours ou 3 jours suivant la taille de l'entreprise et que pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Ça veut dire que dans les entreprises qui ne disposaient pas, parce que leur effectif ne rendait pas obligatoire la mise en œuvre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, il n'y avait pas d'obligation de formation en matière de santé et sécurité et conditions de travail. Aujourd'hui, on vient vous dire, ce sont les membres de la délégation du personnel du CSE et pas que de la commission. Donc, ils ont droit à 5 jours. Ensuite, modification également et nouveauté. Alors, la nouveauté concerne la visite de reprise qui porte sur l'absence pour maladie ou accident non professionnel. En effet, auparavant, elle était organisée lorsque l'absence était d'au moins 30 jours. Non, ah oui, la visite de reprise, pardon, pas de pré-reprise. Ouais, gros changement, attention. Et ça, notez-le, c'est à son importance. Pour tous les arrêts de travail qui vont débuter à compter du 30 mars 2022. 30 ou 31, je ne sais plus. Il faudrait que je vous reprécise ça. Mais en tout cas, pour tous les arrêts de travail, la visite de reprise pour une maladie, attention, ou un accident non professionnel. On n'est plus sur la notion de 30 jours, on est sur 60 jours. Donc, pour quelqu'un qui va être en arrêt maladie à compter du 30 mars 2022, si son arrêt est d'au moins 60 jours, il devra passer une visite de reprise. Si son arrêt est inférieur à 60 jours, eh bien, il n'y a pas de visite de reprise obligatoire. En revanche, nouveauté, visite de pré-reprise. Elle existait auparavant, la visite de pré-reprise, mais c'était dans le cadre des arrêts de plus de 3 mois. Aujourd'hui, la visite de pré-reprise, elle est possible lorsque l'arrêt a plus de 30 jours. Et donc, le salarié peut demander à bénéficier d'une visite de pré-reprise. Et évidemment, il est recommandé de prévenir les salariés qu'à partir du moment où il aura plus de 30 jours d'arrêt maladie, qu'il a la possibilité de solliciter une visite de pré-reprise. Je vous le conseille parce que l'employeur a toujours une obligation d'information vis-à-vis de ses salariés. Bon. Ensuite, il existe également maintenant une visite médicale post-exposition qui fait place à la visite post-professionnelle lorsque la cessation de l'exposition des salariés à des risques particuliers est antérieure à leur départ en retraite. Bon. Donc ça, c'est une nouvelle visite également de surveillance médicale pour les salariés qui partent à la retraite lorsqu'ils ont été lorsqu'ils ont été exposés à un risque particulier. J'avais parlé du rendez-vous de liaison, oui, voilà, ici. Bon, on y vient après. Quels sont les autres changements également importants à signaler au 31 mars? Eh bien, bon, ça, j'espère que ça va être mis en place. Vraiment, les actions de service de santé au travail sont renforcées et il existe désormais un décloisonnement entre les acteurs de la santé publique et ceux de la santé au travail, ce qui veut dire que le salarié qui va accepter de mettre en place son passeport santé, ou le dossier médical partagé plus exactement, eh bien, le médecin du travail, à partir du moment où le salarié donnera son accord express, aura accès à son dossier médical partagé, chose qui n'existait pas au préalable, bien évidemment. Il y a également une nouvelle définition du harcèlement sexuel qui entre en vigueur. Les modifications à venir, eh bien, c'est le fameux passeport de prévention qui rentrera en vigueur. Alors, a priori, au plus tard, le 1er octobre 2022. Donc, je pense que d'ici là, on aura des informations. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On n'a voire même rien là-dessus. Mais d'ici, à mon avis, avant l'été, on aura plus d'informations. Et donc, la prochaine fois que nous ferons une actu, je pense que je pourrai vous en dire un peu plus. Autre nouveauté aussi, et ça c'est ultra important, la loi a créé, et c'est désormais mis en œuvre par le décret du 16 mars 2022, le fameux rendez-vous de liaison. Alors qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous de liaison?
eh bien, il a lieu non pas entre le salarié qui est absent et le médecin du travail, mais c'est un rendez-vous qui doit avoir lieu, enfin qui peut avoir lieu entre le salarié absent, donc pendant son arrêt maladie, et l'employeur, en y associant bien sûr le service de santé au travail. Alors, ce rendez-vous, il peut être organisé pour les arrêts de travail supérieurs à une certaine durée, et le décret nous dit que cette durée est supérieure à 30 jours. Donc, si vous retenez bien les choses, le salarié qui est absent depuis plus de 30 jours, lui, si c'est une maladie non professionnelle si c'est une absence pour une maladie simple ou un accident de trajet, par exemple, eh bien, il a le droit à un rendez-vous de liaison entre son employeur et lui, et il a droit aussi à une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Et le rendez-vous de liaison, lui, il a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d'un examen de pré-reprise, donc voilà, puisqu'on est sur à plus de 30 jours, et de mesures d'aménagement du poste et de son temps de travail. Donc ça va modifier énormément les procédures en cas d'arrêt de plus de 30 jours, parce que pour moi, ce rendez-vous liaison, eh bien, vous allez devoir le proposer aux salariés. Et si jamais vous ne proposez pas ce rendez-vous aux salariés, ça pourra vous être reproché dans le cadre notamment, surtout, d'une inaptitude avec une absence de possibilité de reclassement, parce qu'on viendra dire, à partir du moment où vous n'avez pas sérieusement, et vous n'avez pas fait cet entretien et que vous n'avez pas réfléchi à la manière de prévenir la désinsertion professionnelle ou d'aménager le poste de votre salarié ou d'aménager son temps de travail, eh bien, la recherche de reclassement, elle n'est pas loyale, elle n'est pas sérieuse. Donc, vous êtes en défaut. Donc, pour moi, ça va vraiment bouleverser à terme, hein, peut-être pas dans les mois qui viennent, mais ça va donner lieu à jurisprudence, ça va donner lieu à contestation. Et puis, quand on sait comment s'impliquent les services de santé au travail et certains médecins, je pense que ça va quand même poser quelques difficultés, d'où, à mon avis, l'obligation d'avoir un lien avec le service de santé au travail et d'essayer de travailler collectivement, et notamment dans le cadre donc, de coupler rendez-vous de liaison et visite de pré-reprise. Alors ça, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà, j'ai été plus vite que Mediapo, à la précision près qu'il faut impérativement, enfin, c'est pas il faut impérativement, pardon, mais l'objet compte tenu de son objet, pardon, le rendez-vous de liaison, il a lieu pendant la période d'arrêt de travail du salarié. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de le convoquer. Si le salarié ne souhaite pas se rendre, bah vous avez convoqué votre salarié à un rendez-vous de liaison et voilà, vous êtes tranquille. Et cette obligation, oui, obligation qui n'est pas sanctionnée pour l'instant, mais bon, le rendez-vous de liaison pourrait être proposé aux salariés dont l'arrêt de travail débute à compter du 31 mars 2022. Voilà. Donc, pour tous les salariés qui auront plus de 30 jours d'arrêt de travail à compter du 31 mars 2022, eh bien, ce rendez-vous de liaison doit être mis en place. Autre précision également, et là par contre c'est une info, alors je l'ai laissé dans le thème santé au travail, mais c'est lié toujours à la Covid-19. Hein. Vous savez que depuis quelque temps, les visites médicales du suivi classique des salariés ont été repoussées 2 mois en mois. Bon, bah là, nouveau décret du 24 mars 2022, on vient vous dire que les visites médicales qui devaient avoir lieu entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent à nouveau faire l'objet d'un report dans la limite de 6 mois ou d'1 an. Alors, quelle est la différence entre 6 mois et 1 an? Ben, c'est simple. Les visites et examens dont la date d'échéance normale devait intervenir au cours de la période entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022. Le report est possible dans le délai d'1 an à compter de l'échéance programmée, donc jusqu'au 30 avril 2023, d'accord?
et les visites et examens qui ont, eux, déjà été reportés en raison de la crise sanitaire et dont la nouvelle date d'échéance devait intervenir justement pendant cette période du 15 décembre 2021 au 30 avril 2022, eh bien, la visite doit être organisée dans un délai de 6 mois à compter de cette échéance. Voilà. J'espère que je suis assez claire. En revanche, bien sûr, comme à l'accoutumée, si le médecin s'y oppose, eh bien, c'est-à-dire que par rapport à l'état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail, bien évidemment, ça ne sera pas reporté. Il est le seul qui est décisionnaire. Et bien évidemment, on préconise toujours d'échanger avec le médecin du travail sur cette situation. J'espère que c'est OK pour vous. Bien sûr, si vous souhaitez des précisions par rapport aux nouvelles obligations concernant les visites de pré-reprise, reprise, etc., je me tiens à votre disposition. Il n'y a pas de difficulté. Une petite information, un petit rappel, mais qui pour moi est plus qu'important parce qu'on voit bien qu'avec l'évolution sociétale qui est renforcée par la pandémie depuis ces 2 dernières années, avec cette loi de santé au travail et de prévention, etc., eh bien, la mise en place de mesures de prévention de l'entreprise en ce qui concerne le bien-être au travail est devenue vraiment incontournable. Et même si vous avez déjà quelque chose sur le sujet, parce que c'est vrai que nos accords nationaux interprofessionnels, que ce soit sur le stress ou sur les situations de harcèlement et de violence au travail, commencent à dater un petit peu, eh bien, il faut faire évoluer vos accords, il faut faire évoluer votre méthode d'évaluation des risques, etc. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent et qui peuvent vous aider justement à faire le point sur la situation dans votre entreprise. Donc, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, les risques psychosociaux et la prévention de ces risques psychosociaux, eh bien, vous devez y passer et vous devez construire un processus d'amélioration pour lutter un maximum, pour essayer de voir disparaître, si c'est possible, hein, en tout cas, ces risques psychosociaux. Alors, comme vous avez une obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de vos salariés, ceux qui ont pour fondement les principes généraux de prévention, pour rappel, vous avez toujours cette fameuse obligation de résultat dans ce domaine et face à un risque connu ou susceptible d'être connu dans le cadre des relations de travail. Donc, à partir du moment où il y a un risque qui émerge, eh bien, malheureusement, quand on est face à des contentieux, à des réclamations de salariés, si on n'a pas mis en place des mesures, une procédure de détection des risques et qu'on n'a pas essayé de mettre en face des solutions pour que le risque n'existe pas ou que le risque soit réduit au minimum, eh bien, voilà, on est toujours condamné pour avoir violé notre obligation de sécurité de résultat. Alors, vous devez veiller, prévenir, éliminer, etc., réduire les risques, ça c'est clair, mais en fait, pour pouvoir les réduire, il faut bien que, enfin, vous ne pouvez pas être seul, hein, bien évidemment. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place un accord afin d'impliquer, bien sûr, les instances consultatives, d'augmenter la prise de conscience et de la compréhension des risques psychosociaux pour l'ensemble des parties employeurs et salariés, puisque vous avez certaines générations qui ont eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et qui n'ont pas conscience que justement les mentalités ont évolué, que la société est évoluée et que ce qui était possible il y a 25 ans dans la communication avec autrui, eh bien, elle n'est plus possible aujourd'hui. En tout cas, elle est mal perçue et elle est interprétée comme du harcèlement moral, comme du harcèlement sexuel. Une méthode de management qui serait un petit peu à l'ancienne peut aussi être qualifiée de harcèlement moral. Et tout ça, ça a un impact, c'est-à-dire que, ça dégrade la bonne ambiance dans l'entreprise et ça dégrade aussi, bien évidemment, la santé des salariés qui se sentent agressés. Donc, je vous rappelle qu'il est important de prendre des mesures concernant le bien-être au travail. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je vois qu'il est déjà 11h01 et que j'ai été
particulièrement bavarde. Donc, pour vous accompagner, et vous pourrez également vous rapprocher bien sûr d'Apogea sur ce sujet parce qu'ils ont tous les outils nécessaires. Je me suis permise de vous faire un bref rappel sur ce que peut être le bien-être au travail, sur la notion de risques psychosociaux, parce que on a beaucoup de termes et les risques psychosociaux regroupent non seulement le stress, mais aussi les violences, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes. Le burn-out, aujourd'hui, on voit aussi exploser le bore-out dans le cadre de contentieux. Vous allez me dire, c'est quoi le bore-out? Bon, bah, je vous l'ai défini si vous n'en avez pas encore entendu parler dans ma diapositive. C'est par exemple le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Alors aujourd'hui, avec une réduction d'activité par rapport à la crise de la Covid-19, vous avez deux situations. Vous avez ceux qui se sont retrouvés tout seuls chez eux en situation de télétravail, pas préparés psychiquement, physiquement, etc. En tout cas, c'était où ils n'avaient plus vraiment de cadre auquel se raccrocher et ils ont été submergés de travail et ils sont en burn-out. Et puis, vous en avez d'autres qui, au contraire, se sont retrouvés avec sûrement moins d'activité ou en tout cas avec l'impression d'avoir moins d'activité et eh bien, ils se sont ennuyés. Et là, on a le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. On en voit de plus en plus et on voit de plus en plus de contentieux aujourd'hui sur cette notion. Donc vraiment, je vous invite à vous pencher à nouveau, si ce n'est déjà fait là récemment, mais sur l'identification donc des troubles, des facteurs de risque psychosociaux. Hein, je vous les ai détaillés un petit peu. Et je vous rappelle également que les acteurs de prévention, c'est vous, employeur, parce que c'est à vous de mettre en place la politique et les mesures de prévention. 2, sur l'encadrement qui doit mettre en œuvre les mesures qui sont décidées par l'employeur. Et ça, il faut impérativement sensibiliser énormément votre encadrement, quitte à leur proposer des formations de management pour leur rappeler qu'aujourd'hui, le management, eh bien, il a changé. Ce n'est plus à l'ancienne parce que c'est très mal perçu et qu'il y a des efforts à faire et qu'il y a des évolutions à mettre en place. Bien sûr, les représentants du personnel, et plus particulièrement si vous en avez une ou plusieurs, la commission de santé, sécurité, conditions de travail, le médecin du travail, le service de santé au travail, et n'oubliez pas que la CARSAT est également là pour vous accompagner et c'est un acteur qui est vraiment efficace. Ils ont un service dédié aux risques psychosociaux avec un responsable qui peut intervenir en soutien pour vous accompagner dans votre démarche et en général face aux représentants du personnel ou face éventuellement à une réclamation du salarié, lorsqu'on est devant une juridiction et qu'on peut justifier qu'on a eu recours à la CARSAT pour mettre en place des mesures de prévention, voire même lorsqu'on est interrogé par Aladritz en disant ben voilà, j'ai été informé qu'il y avait a priori une situation de harcèlement, machin, etc. dans l'entreprise, qu'avez-vous mis en place comme mesure et qu'on commence à indiquer que bah voilà, on s'est rapproché de la CARSAT, etc., etc. Bon, en général, l'Aladritz fait marche arrière et considère que l'employeur a rempli ses obligations. Voilà. Donc, je vous invite également à vous rapprocher d'Apogea qui ont également des outils pour vous accompagner, bien évidemment. Un petit mot sur le turnover très rapidement. C'est pareil, c'est en lien aussi bien sûr avec le bien-être au travail. Hein. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que le turnover est de plus en plus important dans certaines entreprises. Et pour éviter, parce que ça a fini par avoir des impacts négatifs sur l'entreprise, eh bien, il y a tout un tas de démarches qu'on peut mettre en place pour éviter ce turnover et notamment, bon, évidemment, je vous conseille de faire un audit, réaliser un audit pour savoir exactement où vous en êtes et puis de prévoir un plan d'action. Et dans les plans d'action, je vous ai identifié quelques solutions bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais par exemple, il faut veiller à la politique de rémunération et surtout d'augmentation automatique des classifications
désolée pour la petite erreur de frappe, il manque un S, et des salaires minimaux conventionnels en fonction des grilles et des avenants. Et ça, il existe des outils RH, bien évidemment, qui peuvent être mis en place pour qu'il n'y ait pas de loupé. Parce que par expérience, on s'aperçoit que les salariés peuvent être dépités de s'apercevoir qu'au final, l'employeur n'a pas fait attention, qu'au bout de 3 ans ou 4 ans d'ancienneté, alors que la convention collective prévoit une augmentation automatique de son coefficient ou de sa rémunération, ou les deux, eh bien, voilà, il n'y a rien eu de fait. Ça n'a pas été mis à jour. Donc ça crée une défiance vis-à-vis de l'employeur. Et aujourd'hui, les salariés sont très affectés par ce genre de constat et ça peut les inciter effectivement à vouloir partir parce que voilà, ils estiment qu'ils n'ont même pas eu la reconnaissance automatique qu'ils méritaient, etc., etc. Pareil, il faut faire très attention pour la signature des contrats et des avenants. Aujourd'hui encore, il y a encore trop de contrats, trop d'avenants aux contrats qui ne sont pas signés dans les dossiers de salariés. Et ça, c'est quelque chose qui peut être rapidement corrigé dans la mise en place d'une automatisation et notamment d'une dématérialisation de tous ces contrats de travail et des avenants, etc., etc. Donc, je vous laisserai prendre connaissance également des autres possibilités pour remédier à ce harcèlement, à ce turnover, pardon. Petite info concernant la protection des personnes contre les atteintes d'une utilisation incontrôlée des moyens informatiques, pour faire court, la RGPD. Donc, il ne faut pas l'oublier, même si le Covid aujourd'hui nous a pris beaucoup d'énergie et a pris toute la place, la gestion de cette crise sanitaire, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et pour rappel, les entreprises sont largement concernées par cette réglementation concernant la protection des données. Ça regroupe bien évidemment tout ce qui est gestion du personnel, la paix, etc. Donc, vous avez plein de choses à vérifier. Je vous ai fait un petit rappel du cadre juridique et je vous invite à vérifier que les mesures prises doivent… Enfin, je vous invite surtout à vérifier qu'effectivement, vous avez bien réexaminé, actualisé, si nécessaire, les mesures prises. Et encore une fois, la dématérialisation des dossiers de salariés est un outil qui est facile à mettre à jour, etc. Et que c'est une des mesures phares pour respecter le principe de conformité. Très, 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 très rapidement, je vous présente je crois que j'en ai 6, des arrêts de jurisprudence. Aujourd'hui, la Cour de cassation vient nous dire, dans un arrêt assez étonnant, qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle peut succéder à un refus de rétrogradation. Alors, pour rappel, on a 2 procédures de licenciement. On a une procédure disciplinaire avec comme mesure, effectivement, une rétrogradation possible, et on a une procédure très à part de licenciement pour insuffisance professionnelle. Et là, la Cour nous a mélangé les deux entre guillemets. C'est un arrêt qui quand même est à manier avec précaution pour la simple et bonne raison que j'ai été rechercher les faits de l'arrêt pour savoir exactement pourquoi la Cour de cassation avait rendu cet arrêt un peu bizarre en mélangeant 2 procédures. Et c'est tout simplement parce que, à la base, le directeur d'exploitation qui est concerné par la mesure de licenciement, son employeur lui reprochait une insuffisance de résultats de son activité. Et donc, au lieu d'envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle, il avait plutôt envisagé de lui proposer une rétrogradation par rapport à son insuffisance de résultats. Et d'ailleurs, on est assez souvent tenté de ça, c'est-à-dire de dire, vous n'arrivez pas à exécuter vos missions et à remplir vos objectifs, à ce moment-là, je vous change de poste et puis je vous mets un poste inférieur. Bon, et bien là, le salarié, comme c'était son droit, a refusé cette rétrogradation, d'avoir moins de responsabilités, etc. Et l'employeur, du coup, a repris une procédure pour insuffisance professionnelle. Le salarié a contesté et la Cour a validé le licenciement pour insuffisance professionnelle, mais à mon avis, parce qu'à la base, ce
qui était reproché aux salariés, c'était une insuffisance de résultats. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, forfait jour. Ah oui, focus sur le forfait jour. Aujourd'hui, faites très attention à vos forfaits jours parce qu'on a de plus en plus de jurisprudence sur cette notion de forfait jour pour notamment les cadres ou les non-cadres itinérants, où à partir du moment où vous êtes en défaut sur un point, notamment, on a tendance à un petit peu oublier l'entretien annuel pour évaluer la charge de travail, la compatibilité entre la vie personnelle, la vie familiale, la vie au travail, etc. Ça rend nulle la convention. Mais là, la Cour de cassation nous précise que, en plus, à partir du moment où vous n'avez pas assuré régulièrement, vous ne vous êtes pas assuré régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par la mise en œuvre de l'entretien annuel, eh bien, vous avez violé votre obligation de sécurité. Donc, ça veut dire que ça donne la possibilité aux salariés d'obtenir des dommages et intérêts indépendamment de tout ce qu'il peut réclamer au titre du rappel de salaire, notamment des heures supplémentaires qu'il aura fait parce que lorsque l'entretien, par exemple, n'est pas réalisé, ça annule la convention de forfait. Et à partir du moment où la convention de forfait est annulée, on part du principe que le salarié travaillait 151h67 et que comme bien évidemment il était à la convention de forfait, on n'a pas de contrôle de sa durée du travail, on ne peut pas, c'est très compliqué de venir contester le rappel des heures supplémentaires qu'il produit devant le Conseil des prud'hommes en disant, bah voilà, moi ma convention de forfait, elle est nulle. Donc par contre, j'arrivais le matin à 8h, je partais à 19h, je ne faisais pas de pause ou je faisais une petite pause d'une demi-heure, ça fait tant d'heures par jour, tant de jours par semaine, etc., etc. Et là, on se retrouve avec un rappel d'heures supplémentaires conséquent. Ensuite, une autre jurisprudence concernant une rupture du contrat d'apprentissage en dehors, cette fois-ci, des cas prévus par la loi. Alors, rappel de la Cour de cassation, non seulement, bien sûr, l'apprenti est fondé à demander le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat. Bon, ça, on le savait, c'est une jurisprudence classique. Mais celle du 16 mars 2022 nous ajoute que, bien évidemment, ce rappel de salaire s'accompagne également du paiement des congés payés y afférents. Enfin, pas enfin, non, parce que ce n'est pas la dernière diapo, le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au TSE. Faites attention, si vous êtes concerné par cette situation, effectivement, le membre suppléant du CSE ne peut être désigné en qualité de délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 ou en qualité de représentant de section syndicale qu'à la condition de disposer d'un crédit d'heures. Alors, le crédit d'heures, en même temps, il peut résulter de la mutualisation des heures de délégation ou d'une clause de protocole préélectoral, etc. Mais en dehors de ces cas-là, il n'a pas la possibilité d'être désigné en tant que tel. Et la fameuse petite jurisprudence dont je vous ai déjà parlé sur la notion de rupture conventionnelle et de levée de clause de non-concurrence. Donc voilà, pour rappel, cette levée doit être faite au plus tard à la date de rupture qui est fixée par la convention, et ce, même en présence de stipulations ou dispositions contraires. Autre jurisprudence aujourd'hui qui concerne les salariés protégés, où on vient dire attention. S'il n'est pas permis de licencier un salarié protégé au terme de la période de protection en se fondant sur des faits commis pendant celle-ci, et donc par définition qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail, il en va tout autrement lorsque la Cour de cassation, il en va, tout autrement en cas de persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection. Et ça, c'est un arrêt qui est important parce qu'effectivement, on a certains salariés qui partent du principe que comme c'est la même chose, en tout cas que leur comportement n'a pas changé alors qu'ils étaient sous période de protection, ben, ils peuvent continuer. Eh bien non, ils ne peuvent pas continuer. Et
Une info concernant l'obligation de reclassement où on vient vous dire attention, elle est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un autre emploi répondant aux critères posés par le Code du travail. Là, en l'espèce, c'est l'obligation d'exécuter loyalement son obligation qui est visée parce que l'employeur avait proposé certes des postes aux salariés inaptes, mais qui n'étaient pas nécessairement très compatibles, en tout cas qui n'étaient pas très similaire au poste précédemment occupé, mais tout en oubliant de proposer un poste qui était disponible et qui correspondait quasiment au poste précédemment occupé et pour lequel le médecin du travail aurait pu donner son aval. Donc, c'est une jurisprudence un petit peu compliquée. Il faut vraiment faire attention lorsque vous faites une proposition de reclassement à bien lister tous les postes qui sont disponibles au moment où vous faites votre recherche. Et je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'avoir débordé